Ils n'avaient pas de fusil. Pourtant, ils pouvaient faire basculer une nation entière. Imaginez un réseau de fantômes disséminés au cœur du Burkina Faso. Pas des soldats, mais des espions méticuleux, invisibles, muets, capables d'infiltrer les institutions, de manipuler les informations et de semer la méfiance jusque dans l'entourage du président. Leur présence, bien que furtive, menaçait la souveraineté du pays. À quoi sert une armée si la vraie guerre se livre dans les bureaux, sur les téléphones et dans les rumeurs qui divisent le peuple? Tant que ces agents restaient dans l'ombre, l'indépendance du pays s'effritait lentement, sans bruit ni éclat. Pourtant, il ne s'agissait pas simplement d'un affrontement abstrait. En réalité, chaque action de ces espions avait des conséquences concrètes. Par exemple, une fuite de documents confidentiels pouvait mener à la perte d'un contrat minier, privant des milliers de familles de revenus essentiels. Une rumeur savamment distillée pouvait provoquer la panique, incitant les investisseurs à retirer leurs fonds et plongeant ainsi des secteurs entiers dans la précarité. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, a mis à nu ce complot. Il a vite compris. Ce n'était pas un simple cas d'espionnage. C'était une opération orchestrée pour enchaîner le Burkina Faso, pour servir des intérêts étrangers qui refusaient d'accepter la fin de leur domination. Ce qui se jouait dépassait la sécurité du pays. Il s'agissait de la dignité d'un peuple, de la liberté de choisir son destin et de l'honneur de toute une région. L'enjeu débordait largement les frontières du Burkina Faso. Si la menace demeurait invisible, c'est tout un continent qui risquait de perdre la main sur son avenir. Mais la vérité exposée, une nouvelle page pouvait s'ouvrir pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Comment en est-on arrivé là? Pour le saisir, il faut revenir sur l'histoire de l'emprise étrangère sur le Burkina Faso. Tout commence bien avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir. Revenons sur les racines de cette dépendance imposée. La colonisation n'a jamais vraiment disparu. Elle a simplement revêtu de nouveaux atours. Quand la France quitte officiellement le Burkina Faso, elle ne laisse pas derrière elle un vide. Au contraire, elle sème une toile serrée de traités, laisse le franc CFA comme unique monnaie et impose des accords commerciaux conçus pour garder la main sur les ressources et les décisions majeures du pays. Même après le départ du dernier soldat, les leviers du pouvoir persistent, invisibles mais redoutables. Prenons un exemple frappant, le franc CFA. Depuis des décennies, cette monnaie, créée à l'origine pour faciliter la gestion coloniale, continue de lier économiquement les pays africains à la France. Les réserves de change doivent être déposées dans une banque centrale en France, privant ainsi le Burkina Faso de toute maîtrise sur sa politique monétaire. Imaginez un commerçant qui doit demander à son ancien patron la permission de dépenser son propre argent. C'est le quotidien de tout un pays. L'histoire ne s'arrête pas à ce transfert de façade. La promesse d'une Afrique unie, incarnée par la création de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, vacille. Au lieu de protéger les peuples contre les ingérences, cette organisation devient peu à peu un instrument de pression, utilisé pour plier les nations qui osent réclamer leur souveraineté. Derrière le langage de la solidarité régionale, la CEDEAO dissimule de plus en plus les intérêts extérieurs, sapant l'autonomie qu'elle prétend défendre. Pour illustrer ce phénomène, souvenons-nous de la crise ivoirienne de 2010. La CEDEAO, sous pression internationale, a imposé des sanctions et menacé d'interventions militaires. Plutôt que de favoriser le dialogue, elle a renforcé la dépendance envers des puissances extérieures, mettant en péril l'équilibre régional. Le scénario se répète au Burkina Faso, où chaque prise de position devient le reflet d'intérêts qui dépassent largement les frontières nationales. Le contrôle, autrefois imposé par la force armée, change de méthode. Désormais, il se glisse à travers des réseaux complexes, diplomates, consultants, fausses organisations non gouvernementales, médias internationaux, alliances trompeuses. L'illusion d'une liberté retrouvée est savamment entretenue, alors que les décisions cruciales se nouent dans l'ombre, loin des regards burkinabés. Plus de fusils, mais des signatures, des promesses, des crédits
et des sanctions qui pèsent sur le destin du pays. Prenons l'exemple des ONG dites humanitaires, qui, tout en apportant de l'aide, collectent aussi des informations stratégiques pour des puissances étrangères. Ou encore celui des cabinets de conseil internationaux, qui orientent la politique économique du pays vers des intérêts extérieurs en échange de recommandations. Peu à peu, cette domination invisible façonne les esprits, infiltre les institutions, s'insinue dans le quotidien. Beaucoup de jeunes ignorent l'étendue de cette mainmise et la continuité subtile du passé colonial. Oublier cette histoire, c'est risquer de la voir se répéter. C'est laisser la manipulation œuvrer dans l'ombre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais un péril plus sournois encore se tapissait déjà, silencieux, au cœur même du pays. Bientôt, une révélation allait secouer la nation tout entière. Un réseau d'espionnage, insoupçonné, venait d'être découvert à Ouagadougou. Parfois, l'ennemi ne porte ni uniforme ni insigne, mais avance masqué au cœur même du pouvoir. À Ouagadougou, la menace était invisible. Elle glissait dans les couloirs du gouvernement, sous les traits d'agents, d'espions et même de partenaires locaux. Beaucoup étaient nés ici, parlaient la langue, partageaient l'histoire du pays. Pourtant, depuis des mois, ils œuvraient pour des intérêts lointains, indifférents au destin du Burkina Faso. Leur plan, fissurer la nation de l'intérieur. Semer la confusion, éroder la confiance, convaincre le peuple et le reste du monde que le pays était condamné à l'échec. Ils infiltrèrent les institutions, collectèrent des secrets, mais surtout, distillaient la peur et la suspicion dans les esprits. Pour mieux comprendre cette mécanique, souvenons-nous de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS n'avaient pas besoin de s'affronter directement pour déstabiliser leurs adversaires. Ils utilisaient des espions, diffusèrent de la propagande, financèrent des mouvements de contestation. Au Burkina Faso, la logique est semblable, créer un climat de défiance généralisé pour affaiblir le pouvoir. Leur arme la plus redoutable n'était ni le feu ni le métal. C'était la manipulation, des informations, rumeurs, images truquées. Un simple message viral pouvait renverser l'opinion, détruire la confiance, isoler le pays du reste du monde. Sur les réseaux sociaux, de fausses histoires s'accumulaient, accusant les dirigeants de tous les maux, amplifiant chaque tension, chaque incident. Les médias étrangers reprenaient ces récits, dessinant le Burkina Faso comme un État instable, incapable de se défendre ou d'attirer la confiance. Le piège était parfait. Plus la réputation du pays s'effondrait, plus les pressions extérieures s'intensifiaient, ouvrant la voie à l'ingérence sous prétexte d'aide. Dans les années 2010, un rapport de l'Union africaine avait déjà alerté sur la montée de la désinformation comme arme politique. Des campagnes coordonnées, souvent orchestrées depuis l'étranger, visaient à discréditer les gouvernements africains. Des hashtags viraux, des vidéos truquées, des témoignages anonymes, autant d'outils pour manipuler l'opinion. Mais au fond, ce poison s'attaquait à l'espoir même du peuple. Répéter chaque jour que tout est perdu, c'est affaiblir l'unité, préparer le terrain à ceux qui rêvent de domination. Laisser faire, c'était risquer de perdre la confiance populaire, de chasser les investisseurs, de confirmer les prophètes de malheur qui affirment que l'Afrique ne peut jamais se libérer. Cette guerre de l'ombre visait la souveraineté, la dignité, l'avenir même du pays. Ibrahim Traoré l'a compris. Il était temps d'agir. Il n'était plus question de rester spectateur. L'heure était venue de contre-attaquer. Mais comment démêler le vrai du faux quand la peur s'est déjà propagée? Pour Traoré, la première riposte serait décisive. Quand le masque tombe, le fragile équilibre du pouvoir vacille. Ibrahim Traoré n'a pas seulement identifié un réseau d'espionnage. Il a éventré une toile de manipulation longuement tissée au cœur du Burkina Faso. Derrière des visages de diplomates, de partenaires ou de frères africains, des agents infiltrèrent l'opinion, semèrent la discorde et sapèrent la souveraineté. En l'espace de quelques semaines, Traoré déclenche une purge sans précédent. Il fait arrêter ceux qui œuvraient contre la nation, et le fait sans discrétion. Le message est net. Paris, longtemps aux commandes dans l'ombre, et l'ECOWAS, toujours vigilante, sont prises de court.
La révélation de ces réseaux sidère les chancelleries. Pour la France comme pour Abuja, le choc est immense. L'ingérence n'est plus une rumeur, mais une certitude éclatante. Ce genre de réaction forte rappelle l'opération Main propre menée en Italie dans les années 1990, où des réseaux de corruption et d'influence ont été démantelés au grand jour, bouleversant l'équilibre politique du pays. Au Burkina Faso, la purge déclenchée par Traoré s'inscrit dans cette même logique. Exposer l'ombre pour mieux la dissiper. Le peuple, lui, réagit avec une fierté inédite. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, le Burkina Faso n'est plus le pion d'une partie étrangère. Il devient symbole, celui qui ose briser l'omerta et refuser la soumission. Les arrestations ne sèment pas la peur. Elles soudent la population derrière son président. À Ouagadougou, les conversations ne parlent plus de fatalité, mais de renaissance. La résistance n'est plus un mot, c'est un acte vécu. Mais chaque geste de courage appelle sa contrepartie. La riposte de Traoré expose l'influence étrangère, mais fait trembler l'ordre établi. Les risques sont vertigineux. Sanctions économiques, isolement diplomatique, propagande hostile, voire menaces directes contre la vie du président. Le moindre faux pas pourrait coûter bien plus que l'honneur. Pourtant, pour Traoré, il est trop tard pour reculer. Pour saisir l'ampleur de ces risques, on peut évoquer le blocus économique imposé à Cuba en 1962. Après avoir affirmé son indépendance, l'île s'est retrouvée isolée, privée de ressources essentielles, frappée par des campagnes de diffamation mondiale. Mais loin de capituler, le peuple cubain a serré les rangs, résistant année après année. Le Burkina Faso, à sa mesure, entre dans une dynamique similaire où chaque décision de souveraineté se paie au prix fort. Désormais, tous les regards se tournent vers l'Occident. Paris et ses alliés accepteront-ils l'humiliation ou choisiront-ils la confrontation? L'Afrique, jadis spectatrice, s'impose désormais comme arbitre. Mais la tempête ne fait que commencer. La réaction internationale va redéfinir les règles du jeu pour toute la région. Résister, c'est risquer gros. Mais capituler, c'est s'effacer du récit. Au Burkina Faso, l'audace d'Ibrahim Traoré a tout changé. Son geste, relayé sur les réseaux, a bouleversé des millions de jeunes Africains, soudainement conscients de la force du refus. La souveraineté n'est plus abstraite. Elle s'incarne dans chaque image partagée, dans chaque mot défiant l'ordre établi. Ce n'est plus l'histoire d'un seul pays. Un souffle de révolte secoue tout un continent. Des nations longtemps sous tutelle se découvrent des rêves d'indépendance. Le Burkina Faso devient l'étincelle d'un vaste mouvement, un symbole qui dérange. Mais à quel prix cette flamme est-elle entretenue? Chaque affirmation de liberté provoque la riposte de l'Empire. Les sanctions pleuvent, isolement, menaces économiques, pression diplomatique. La stabilité interne vacille, la peur du chaos rôde, et la moindre erreur peut faire tout basculer. Pourtant, au cœur de la tempête, une dignité nouvelle émerge. Le peuple retrouve sa voix. Malgré les sacrifices et l'incertitude, la confiance s'installe. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique écrit elle-même sa trajectoire. Rien n'est gagné. Chaque avancée s'accompagne de risques extrêmes. La souveraineté se paie cher, réputation internationale entamée, économie suspendue au bon vouloir des marchés mondiaux, pression constante, de l'extérieur comme de l'intérieur. Ce mouvement, né à Ouagadougou, fissure les alliances anciennes et bouleverse les certitudes. La jeunesse observe, les voisins hésitent, mais un vent de liberté s'étend déjà sur l'Afrique. Pour donner un autre exemple historique, rappelons-nous l'Inde de Gandhi. Le choix de la désobéissance civile face à la colonisation britannique a inspiré des millions de personnes, mais aussi déclenché une vague de représailles économiques et politiques. Le chemin vers l'indépendance est semé d'embûches, mais il nourrit la détermination collective. Alors, comment s'inspirer de ce courage pour peser, à notre échelle, sur l'histoire? Que retenir de la leçon burkinabé et comment l'appliquer au quotidien, même loin de Ouagadougou? La découverte du réseau d'espionnage n'est que le début. Derrière chaque révélation,
De nouvelles épreuves attendent ceux qui osent défier l'ordre établi. Les chaînes ne tombent que lorsque les citoyens acceptent de voir ce que d'autres voudraient cacher. Des générations entières ont vécu sous la brume d'une fatalité imposée, convaincus que l'opacité du pouvoir était inévitable. Mais chaque vérité révélée, chaque masque arraché, montre que l'histoire s'écrit à ciel ouvert, par des actes de courage partagés. Ce que Traoré a dévoilé n'était pas une simple toile d'espionnage. C'était la démonstration que l'avenir du Burkina Faso et celui de l'Afrique dépend d'abord de la vigilance de ses peuples. Refuser la passivité, c'est rompre le cercle de la soumission. À titre d'exemple, l'Islande en 2008, frappée par une crise financière, a vu ses citoyens descendre dans la rue, exiger la transparence, forcer la démission de leur gouvernement. Ce sursaut civique a permis de reconstruire le pays sur de nouvelles bases. La vigilance citoyenne n'est pas un concept abstrait. Elle se traduit par des actions concrètes, comme vérifier les sources d'information, participer au débat public, soutenir les initiatives locales. Rester spectateur, c'est condamner l'histoire à bégayer. Mais agir, c'est s'offrir la possibilité de tout renverser. La souveraineté ne s'attend pas, elle s'arrache. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose. En exposant les espions tapis dans l'ombre, Traoré n'a fait qu'ouvrir la porte. La vraie rupture, c'est lorsque la méfiance individuelle devient une vigilance collective. Quand chaque citoyen choisit la vérité, même inconfortable, à la place du mensonge rassurant, alors un pays retrouve sa force. Refuser la peur, c'est redonner à sa nation son vrai visage, non plus une marionnette docile, mais une actrice libre devant le monde. Ce qui se joue n'est pas seulement l'honneur du Burkina Faso, mais l'avenir d'un continent prêt à s'émanciper. Rien n'effraie plus les puissances étrangères que des peuples éveillés. C'est la fin des simulacres, le début d'une ère où la résistance devient la norme et non l'exception. Comment concrètement participer à cette vigilance? Voici quelques pistes. Premièrement, s'informer via des médias variés, croiser les sources, refuser les informations sensationnalistes qui ne servent qu'à manipuler l'opinion. Deuxièmement, dialoguer avec son entourage, organiser des cercles de réflexion, partager les découvertes et les doutes pour construire une conscience collective. Troisièmement, soutenir les initiatives locales qui valorisent l'autonomie, qu'il s'agisse d'agriculture, de technologie, d'éducation ou d'entrepreneuriat. Quatrièmement, exercer une pression citoyenne sur les institutions pour exiger la transparence, la reddition de comptes, des audits réguliers. Enfin, se souvenir que chaque acte, même modeste, construit l'avenir, refuser une rumeur, défendre un voisin injustement accusé, participer à une assemblée, sont autant de gestes qui brisent la fatalité. Et si demain, ce n'était plus l'ombre qui dictait les règles, mais le peuple qui inventait sa propre lumière? Au fond, la question n'est pas seulement « Que va-t-il se passer au Burkina Faso ?» La vraie question c'est « Que sommes-nous prêts à faire, chacun à notre place, pour que la dignité ne soit plus jamais un combat solitaire, mais un destin partagé ?» C'est à ce moment précis que se joue l'avenir, non seulement d'un pays, mais d'un continent.